Il est 23 heures sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. À la une ce soir, la cérémonie d'inauguration de la maternité du quartier Orly, c'est à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La mise à disposition de cet établissement sanitaire, baptisé du nom de la première dame Dominique Ouattara, vient soulager considérablement les populations. 5 tonnes de produits pharmaceutiques frauduleux saisis par la DPSD, direction de la police des stupéfiants et des drogues, coup de filet suite à une opération d'envergure en vue de débusquer les consommateurs et autres fournisseurs de cette nouvelle drogue appelée Kadhafi. Nous irons également faire un tour de l'actualité internationale. Nous irons en Birmanie, en Ukraine, en Grèce et au Kenya. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On se rend tout de suite à environ 383 km d'Abidjan pour ouvrir ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était récemment à Daloa où il a procédé à l'inauguration de la maternité du quartier Orly. Nous sommes dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Daloa. La mise à disposition de cet établissement sanitaire baptisé du nom de la première dame, Dominique Ouattara, vient réduire considérablement les distances parcourues par les parturientes dans la localité. C'est ce que nous rapportent Soro Corona et Jean-Yves Zadi. Cette coupure de ruban du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en compagnie du maire de la commune de Daloa et du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, marque l'inauguration de la maternité du quartier Orly de la cité des Antilopes. Une initiative du conseil municipal soutenue par Mamadou Touré, cadre de la région du Haut-Sassandra. Cette infrastructure sanitaire vient pallier les longues distances parcourues par les femmes lors des accouchements. Nous sommes très contentes, nous sommes fiers du président de la République, de sa femme. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie, s'est réjoui des actions posées par la municipalité. La santé, comme vous le savez, fait partie des préoccupations de son Excellence Monsieur le Président de la République. Depuis son avènement à la magistrature suprême, les centres de santé, les hôpitaux se sont multipliés un peu partout en Côte d'Ivoire. Il était donc normal que Orly, quartier martyr, ait aussi son centre de santé. Et on peut que se féliciter de cette belle initiative. Cette activité s'est terminée par une visite des locaux de la maternité dotée du nom de la première dame du Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. 5 tonnes de produits pharmaceutiques frauduleux saisis par la DPSD, je vous le disais en titre, la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Un coup de filet suite donc à l'opération d'envergure lancée par cette direction en vue de débusquer les consommateurs et autres fournisseurs de cette nouvelle drogue appelée Kadhafi et qui fait son apparition désormais sur nos marchés. Notez qu'une vingtaine de personnes, dont des mineurs, ont été interpellés. On en parle avec Souleymane Donisongo. Des risques d'asphyxie, de perte de connaissance, de troubles neurologiques et cardiaques. Tels sont les dangers auxquels s'exposent tous ceux qui s'adonnent à la consommation de cette nouvelle drogue qui vient de faire son apparition sur le marché ivoirien. Cette drogue appelée Kadhafi, il s'agit d'une préparation des enfants, un concept de vacances. Nos enfants, de plus en plus, aiment les sensations fortes. Et donc, c'est dans cette quête de sensations fortes que les enfants eux-mêmes ont mis cette fabrication sur le théâtre quand ils vont s'amuser et chacun en consomme. Interrogée sur la question de la consommation du tramadol, la directrice de la police des stupéfiants et des drogues apporte des précisions. Comment se fait cette préparation? Vous avez vu le tramadol. Ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue dans ce sens que les lois ivoiriennes ne qualifient pas cela de drogue. Mais le tramadol, 250 mg, n'est même pas autorisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce médicament, le dosage autorisé est de 150 mg maximum. Et c'est donné sur ordonnance médicale. Se voulant préventive, la directrice de la police des stupéfiants et des drogues, la commissaire divisionnaire de police, Touré Mabonga, exhorte les cellules familiales à beaucoup plus de vigilance.
Quant aux personnes interpellées, elles seront conduites devant le parquet. 6 personnes importatrices de ces produits dangereux ont été déjà interpellées par des agents de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, puis déférées devant le parquet de Grand Bassam. Un commentaire de Abou Sanogo. Le WANEP, Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, a tenu hier mardi une conférence de presse. C'était à son siège à Bingerville. Une rencontre qui a permis aux observateurs de l'organisation, 80 au total, déployés à travers le pays pendant donc les récentes élections locales, de dresser un bilan après le scrutin. Notez que le WANEP a également fait des recommandations au micro de Angela Diallo. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Côte d'Ivoire, a déployé 80 observateurs sur le terrain pendant les élections locales de 2023. Ces observateurs ont sillonné 50 localités afin de faire un constat sur la situation avant, pendant et après les élections. Une occasion de faire des recommandations à l'endroit de la CEI et des partis politiques. Proclamer dans des plus brefs délais les résultats pour éviter la propagation des rumeurs. La révision du code électoral en étant plus explicite sur les délais de proclamation des résultats provisoires. Aux partis politiques et candidats, appeler leurs militants à la discipline, au respect des principes démocratiques, à la presse nationale et internationale. Ouvrir les antennes à toutes les sensibilités politiques pendant la période du contentieux électoral. Le coordinateur national du WANEP Côte d'Ivoire invite les populations au respect des résultats des urnes. Nous saluons le processus électoral qui s'est déroulé dans un climat de paix relative, d'engagement citoyen et pensons que ces élections représentent un jalon important de la consolidation de notre démocratie. Cependant, nous rappelons aux actrices et acteurs politiques, aux candidates et candidats et à l'ensemble de la population ivoirienne l'importance de respecter les résultats de ces élections en tant que manifestation authentique de la volonté du peuple ivoirien. Le WANEP Côte d'Ivoire fournit après chaque élection des rapports des événements ainsi que des recommandations aux acteurs clés pour une bonne gouvernance et la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Lundi 11 septembre 2023, c'est la date retenue pour la rentrée scolaire 2023-2024. À 5 jours donc de la reprise des cours, les parents d'élèves pressent le pas pour effectuer les derniers achats. Le lieu en tout cas pour les commerçants de faire de très bonnes affaires. Une de nos équipes de reportage a sillonné le marché, le forum, c'était à Djamé, pour prendre le pouls des préparatifs. Ami Dirasouba, Abdoulaye Kone. C'est bientôt la rentrée des classes et le forum d'Adjamé grouille de monde. Difficile aussi de se frayer un passage dans ce magasin aux couleurs des tenues scolaires. Ici, elles se vendent en gros. Une aubaine pour Abdoulaziz qui se frotte les mains. Couturier de formation, il est aussi le gérant de cet atelier. Les femmes là, ils viennent prendre en gros pour aller revendre dans les campements et puis prendre 1000 qu'on peut aller revendre. Ici sont exposées plusieurs tenues aux motifs et aux couleurs différentes. Un lieu de prédilection pour Alida, revendeuse. Elle vient de conclure un marché. Cette année-là, on a fait nos stocks. En tout cas, ça bouge un peu. Les parents viennent et il y a d'autres aussi qui disent que c'est déjà dans la scolarité, à l'école. Ils ont déjà tout prévu à l'école. Donc, ceux qui prennent un peu 1, 2, 2. Cette autre revendeuse vient de l'intérieur du pays pour se ravitailler au forum d'Adjamé. Choisir de belles tenues est le seul moyen pour elle de satisfaire sa clientèle. Comme c'est la rentrée, nous venons voir les dames là pour prendre un peu de tenues pour aller revendre. C'est maintenant que je viens, comme c'est hier, ils ont commencé les inscriptions. Accompagné de ses 2 enfants, ce père de famille a du mal à trouver une tenue pour son fils, mais il a déjà ce qu'il faut pour sa fille. Il a évoqué la hausse des prix. Je suis venu payer les habillements, les calculs plus les sacs pour lui. Comme nous rentrons sur le 11 là, pour qu'il puisse commencer l'école et puis avoir. Mais c'est pour lui, je n'ai pas encore trouvé tout d'abord. Je suis là, c'est ça. À part les 7500, mais je négocie à lui, sous un prix abordable. C'est le lundi 11 septembre prochain que les écoliers reprendront le chemin des classes. Les parents, quant à eux, disposent encore de quelques jours pour leur assurer le nécessaire.
Plus de 274 millions de francs CFA pour le financement de 6 projets de formation. Il est question de 3 projets d'apprentissage, 2 projets d'insertion et 1 ayant trait à la formation par compétence. La signature de convention d'exécution de ces 6 projets de formation a eu lieu entre le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, les promoteurs, les opérateurs et autres partenaires. On en parle avec Godefroy Okambawa et Issa Tchonan Iyo. Près de 275 millions de francs CFA. C'est le montant que le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle et ses partenaires s'engagent à décaisser pour le financement de 6 projets de formation. Des formations destinées à 758 jeunes diplômés ou non afin de leur permettre d'acquérir des compétences dans divers domaines en vue de leur insertion professionnelle. À travers ces actions, ensemble, nous nous inscrivons résolument dans le programme national de développement, dont l'un des 6 piliers est le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. Cette année, déclarée année de la jeunesse, la priorité est donc donnée à l'accès à l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, je souhaite et espère, dans le cadre d'exécution de ces projets, une bonne collaboration avec chacun de vous, afin d'obtenir les résultats escomptés. Ces projets de formation qui augurent des perspectives d'emploi pour la jeunesse ravissent les promoteurs et partenaires du FDFP. Nous sommes satisfaits parce que c'est important pour nous. Quand vous prenez des jeunes qui ont fini leur formation de base, que ce soit qualifiante ou diplômante, l'employabilité n'est pas automatiquement acquise. Et donc l'apprentissage de façon légale nous donne près de 6 mois à 8 mois pour que ces jeunes intègrent notre environnement, comprennent notre entreprise. Au bout de 6 mois, ils mettent notre savoir-faire maison. Et puis, l'employabilité pour nous est assurée à la fin de la formation. Et nous pensons augmenter le nombre de jeunes à former. Et c'est pour cela que le suivi doit être fait pour que le FDFP soit satisfait. Avant la signature de cette convention d'exécution de 6 projets de formation, le FDFP a procédé à la formation de 187 cabinets de formation nouvellement habilités. On parle formation toujours. Cette fois, on s'intéresse particulièrement aux jeunes filles. 5 jours durant, une cinquantaine de jeunes filles issues des classes de 6e et de 3e des lycées et collèges de la région de Gbeke ont été formées. Formation dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il était question de développer le plein potentiel et booster la créativité de ces jeunes filles par le biais d'activités ludo-scientifiques. C'est ce que nous rapporte Djeneba Ouattara et Soro Corona. Fin de formation pour 50 jeunes filles élèves des classes de 6e à la terminale issues des lycées et collèges de la région de Gbeke. Elles reçoivent leur diplôme de participation après 5 jours d'apprentissage dans les domaines de la STEAM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Nous sommes à la première édition du camp appelé Regional Girls STEAM Camp, une activité qui vise à susciter l'intérêt et l'amour des sciences, à renforcer les compétences scientifiques et encourager les filles à envisager des carrières dans les STEAM. Cette première édition du camp STEAM du MCA, Millennium Challenge à Côte d'Ivoire, bénéficie de l'appui financier du MCC, Millennium Challenge Corporation, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique genre dans le secteur de l'éducation. En 4 jours, elles ont fabriqué du savon. En 4 jours, elles ont montré comment les feux tricolores fonctionnent. En 4 jours, les portes coulissantes, comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'elles peuvent fabriquer tout ça si elles ont tous les moyens à leur disposition. La Côte d'Ivoire, pour se développer, a besoin de ses filles et de ses fils, des femmes et des garçons. Aujourd'hui, grâce à ce genre d'activité, les filles vont comprendre qu'elles sont capables, elles aussi, d'être des femmes scientifiques. Les autorités administratives et éducatives encouragent les apprenantes et les exhortent à s'approprier la formation reçue. Pour les bénéficiaires, ce fut une expérience enrichissante. J'étais très contente parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Et puis, j'avais peur des mathématiques. Je me suis dit que les mathématiques étaient faites seulement pour les garçons et les filles devaient faire la littérature. La visite des travaux d'atelier a mis fin à la cérémonie de clôture du camp STEAM. Outre Bouaki, la ville de San Pedro a aussi abrité un camp STEAM. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition.
Et on reste à Bouaké, cette fois avec Jean-Yves Zadi et Charles Tatou pour évoquer cette activité de sensibilisation pour une utilisation plus responsable des médias sociaux. Une caravane dénommée Caravane en ligne. Tous responsables sillonnent à cet effet les villes de la Côte d'Ivoire. Elle a posé ses valises à Bouaké, région de Béké. C'est une initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Partager, commenter ou encore publier de fausses informations par le canal des médias sociaux. Voilà les risques de poursuites judiciaires auxquels s'exposent les populations. Pour aider aux pratiques saines de ces nouveaux supports de communication, la population de Bouaké vient de bénéficier d'une rencontre de formation et de sensibilisation. Une initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de formation pour une utilisation responsable des médias sociaux. Il faut savoir que si je mène telle action, ça peut avoir telle conséquence. Il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui punissent. Aujourd'hui, on a la PLCC qui s'en occupe. Nous voulons montrer à toute la population, particulièrement à la jeunesse, aux étudiants et aux femmes, les bonnes pratiques d'usage pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Cette action a connu un engouement positif auprès des populations qui ont participé massivement à cette activité. Si vous partagez certaines informations qui ne sont pas normales sur les réseaux sociaux, on peut vous enfermer pour ça. Je suis très contente de participer à cette formation. J'ai retenu plusieurs points, notamment d'être prudent sur les réseaux sociaux, de ne pas divulguer les informations personnelles, de ne pas partager des publications n'importe comment sans toutefois vérifier. En ligne, tous responsables. Tel est le slogan choisi pour cette caravane de sensibilisation qui va sillonner 21 localités du pays. Lancé en août 2023 par le ministre Amadou Koulibaly, ce programme de formation a déjà visité les villes de Daloa et de Korogo. Lancement des travaux d'entretien routier dans la région du Nzi. Ces travaux concernent les pistes rurales. Pour la période 2023-2025, c'est un linéaire d'environ 1269 km qui sera traité pour un coût global d'environ 2,4 milliards de francs CFA. Le chantier a été lancé par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly. Cadre de la région, c'est avec Mama Traoré qu'on en parle. Pour les 3 prochaines années, la région d'Unzi verra 1269 km de ses pistes rurales traitées, soit en reprofilage lourd, soit en reprofilage léger. Ces travaux lancés ici par le ministre de l'Économie et des Finances Adama Koulibaly, cadre de la région, visent à faciliter la mobilité des personnes vivant en milieu rural, de même que l'évacuation des produits agricoles dans cette région fortement productrice. Ce chantier est initié dans le cadre du programme d'entretien routier 2023-2025, programme émanant de la vaste politique de développement et d'entretien du réseau routier, initié depuis 2011. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier d'environ 82 000 km de routes classées, dont 7 500 de routes interurbaines bitumées et 75 000 km de routes en terre. La voirie urbaine bitumée cumule un linéaire total de 5 000 km. Rien que pour cette première année, les travaux vont concerner 272 km de routes en terre pour un coût global d'environ 556 millions de francs CFA. Avec ce programme d'entretien routier, il y aura ici des créations d'emplois. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les entreprises qui sont sur le terrain n'iront pas chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Les instructions ont été données à cet effet. Tous ceux qui travailleront, en tout cas pour l'essentiel, sur ces différents chantiers seront des jeunes de notre région. La facture du programme d'entretien routier 2023-2025 dans la région de Nzi s'élève à 2,4 milliards de francs CFA. Et on poursuit notre voyage à travers l'actualité. Je vous propose à présent de déposer nos valises dans la ville de Kong. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo. Créé depuis plusieurs siècles maintenant, cet ancien empire a su conserver un riche patrimoine. Aujourd'hui, les 2 mosquées de style soudanais classées au patrimoine de l'UNESCO en sont la parfaite illustration. Notez que la communauté s'implique fortement dans leur préservation et Kong tient jalousement à son titre de ville historique que justement nous propose de visiter Serge Koléa. Kong, la mythique cité historique située au nord-est de la Côte d'Ivoire,
repose sur un passé glorieux. L'ancien empire garde encore des symboles forts de cette épopée. La petite mosquée, bâtie au XVIe siècle, et la grande, construite au XVIIe siècle et reconstruite au XIXe siècle après le passage de Samori Touré, tiennent encore la route. Ce matin, la communauté villageoise entreprend des travaux de réhabilitation. La dalle de la petite mosquée a besoin d'être solidifiée. La dalle là-bas, on a fait ça, c'est à peu près 20 ans comme ça. Quand on constate qu'il y a beaucoup de bois qui sont pourris, tous les quartiers sortent, on va couper les bois, donc on va échanger les bois. C'est la terre noire, on met l'eau dedans, puis on met le sable dessus, on mélange et puis on fait monter. À Kong, l'entretien des 2 mosquées de style soudanais est dévolu aux populations depuis des siècles. Ce sont des chansons qui encouragent au travail. Quand on fait le travail, on dit « Misrigé Laromadjé », c'est-à-dire l'eau que les femmes vont apporter. Il n'y avait pas d'eau courante. C'est les femmes qui allaient puiser l'eau au marigot pour apporter, pour faire le travail. Donc, quand vous apportez de l'eau, vous avez des bénédictions. Donc, en faisant Misrigé Laromadjé, ça dit qu'on appelait les femmes à venir avec l'eau qu'on va prendre pour pétrir la terre qui est là. Donc ce sont des chansons de ces gens qu'on fredonnait régulièrement et on travaille. Quand nous étions petits, on était derrière nos papas et puis nos grands-pères. Ils nous disaient toujours c'est pour nous. Jusqu'à présent là, les enfants qui sont derrière nous aussi, c'est ce qu'on leur dit aussi. Après nous, ça sera vous. La technique de construction, le choix du matériau, le respect de la structure originelle et l'architecture de base sont scrupuleusement respectés. Nous avons fait une formation avec l'UNESCO. Ils étaient venus avec des formateurs venus du Mali. Ceux qui gèrent la mosquée de Tombouctou et puis la mosquée de Guinée. Ils nous ont appris comment il faut travailler le banco. Bon, c'est qu'ils sont venus nous former ici. C'est la même pratique que nous faisons ici. Donc ça n'a pas été difficile pour moi. Un travail à la chaîne auquel chaque membre de la communauté s'identifie dès son plus jeune âge. Le souci de préservation de l'héritage ancestral vaut aux 2 mosquées de Kong d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Quand nous finissons le travail, il y a un représentant de l'UNESCO qui gère les mosquées. Donc je lui transfère les photos et puis les vidéos. Souvent, quand il y a des travaux à faire sur certaines mosquées, nous partons là-bas pour faire les travaux là-bas ensuite. Bon, dans le mois de Ramadan, moi-même j'étais à Samatigla. Nous avons fait 3 semaines là-bas, sur la mosquée de Samatigla. L'année passée, j'étais à Mbengue et puis Nambira. Si les 2 mosquées constituent aujourd'hui un modèle de sauvegarde de biens culturels, il n'en est pas de même pour le métier des tisserands. Selon le maire résident, par le passé, les tisserands se comptaient par centaines. Aujourd'hui, la pratique est en voie de disparition. Seule une famille continue encore l'œuvre. Les conseils que nous donnons à nos enfants, c'est de ne pas faire en sorte que cela disparaisse. Parce que nous essayons de perpétuer cela à travers nos propres enfants. Et ceux qui veulent venir apprendre avec nous, nous leur apprenons également. Donc on s'arrange vraiment pour que le métier à tisser ne disparaisse pas à Kong et que l'activité demeure le plus longtemps possible. En matière historique, je vais d'abord dire que le tissage qu'on voit partout pratiquement en Côte d'Ivoire vient de Kong. Mais les jeunes s'intéressent de moins en moins à cela. Nous allons essayer de fédérer ceux qui veulent le faire pour qu'on puisse les replacer dans les quartiers ou alors on va créer carrément un centre artisanal de tissage. En dépit de quelques pratiques en voie de disparition, la ville de Kong regorge d'un patrimoine culturel et touristique non négligeable. Au niveau de la mairie, nous avons l'ambition de mettre en place un véritable circuit touristique du département de Kong, pas seulement de la ville de Kong, parce qu'au-delà de Kong, vous avez d'autres sites qui sont aussi importants. Et nous allons promouvoir un peu toute la culture que nous avons et faire en sorte que Kong, annuellement, organise d'abord des festivals. Et donc, c'est un enjeu important pour nous de rendre Kong visible aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire. Bâtir une ville moderne, mais surtout faire de Kong une destination touristique et culturelle de premier choix. Telle est la vision des autorités communales.
Dans la région du Gontogo, également, la culture occupe une place importante, ce qui justifie la tenue de la 6e édition du Festival des arts, de la culture et des danses traditionnelles Bron, un rendez-vous culturel auquel prenait part le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani. Le commentaire est signé Grace Kando. Angobia Festival 2023 de Tiedio, un festival des arts, de la culture et des danses traditionnelles Bron dans la région du Gontogo. Une occasion pour promouvoir le potentiel culturel du royaume Bron. Le commissaire général du festival, Kofi Apo, appelle les cadres de la région à s'approprier ce festival. Ce festival, c'est pour valoriser, pérenniser le riche patrimoine culturel Bron. Donc nous attendons que les cadres viennent ensemble. Nous allons faire évoluer le festival. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, a salué et encouragé la pérennisation du patrimoine culturel. Nous sommes heureux d'y participer et de prôner le message de la cohésion, de la paix. Les prochaines fois, nous allons faire en sorte que l'Angobia Festival connaisse davantage d'ampleur. Cette 6e édition s'est tenue autour du thème « Sur les traces des Brons de la Côte d'Ivoire ». L'événement a été meublé par des concours de chant, de danse du terroir et aussi des ateliers de formation pour les jeunes. On poursuit avec le sport. Le préfet de région du Bassa-Sandra, Ousmane Koulibaly, accompagné des autorités locales de San Pedro, a visité ce mercredi le stade Laurent Pocou. Il y était pour s'assurer que tout le dispositif protocolaire et sécuritaire est mis en place et pour assurer donc une bonne couverture du match qui opposera le samedi 9 septembre prochain les éléphants du Côte d'Ivoire au Lesotho, match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les vestiaires des équipes, les salles VIP et VVIP, le salon présidentiel, les restaurants VIP, la cabine de presse, la pelouse et les autres composantes du stade Laurent Pocou de San Pedro ont été visités par le préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, avec l'aide du délégué régional de l'ONS de San Pedro, Kofi Kwaku Lopez. Il était très important qu'avant le match, nous fassions cette visite-là pour pouvoir rassurer la hiérarchie et tout le peuple ivoirien que le stade est fin prêt et que tout est vraiment en bon état pour accueillir ces matchs tests sur ce stade Laurent Pocou de San Pedro. Ousmane Koulibaly a profité de cette visite pour rassurer les Ivoiriens concernant l'aspect sécuritaire du match Côte d'Ivoire-Lesotho. Nous avons formé les éléments sur plusieurs semaines et nous avons fait un exercice sur l'ensemble du territoire même de San Pedro. Toutes les voies, toutes les routes accédant à San Pedro sont sécurisées pour ce match-là. Environ 1500 forces de défense et de sécurité sont déployées sur le terrain pour la sécurité de la rencontre Côte d'Ivoire-Lesotho, prévue le samedi 9 septembre 2023. Et on faisait le point avec Esso Jean-Silver et Moyabi Diabaté. Un petit tour à présent avec Souleymane Donisongou dans l'actualité internationale. Avant de nous dire au revoir, nous irons en Birmanie, en Ukraine, en Grèce et au Kenya. Une task carbone mondiale et une réforme des institutions financières internationales pour financer l'action climatique en Afrique. C'est ce que préconise la déclaration de Nairobi adoptée à l'issue du premier sommet africain sur le climat, l'Africa Climate Summit 2023. Cette déclaration servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP28 et au-delà. La Grèce a été frappée par des pluies de 600 à 800 mm en 24 heures en Magnésie dans le centre. Un phénomène inédit dans les données météorologiques du pays mesuré depuis 1950. 2 personnes ont été tuées par ces pluies torrentielles. Depuis, en Magnésie, à 331 km au nord d'Athènes. Au moins 16 personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur un marché à l'est de l'Ukraine. L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Konstantinivka, dans la région de Donetsk, faisant état d'un marché, de magasins et d'une pharmacie touchés.
Les autorités militaires birmanes ont condamné à 20 ans de prison un journaliste arrêté en mai alors qu'il couvrait les conséquences du cyclone Mouchar. Le photojournaliste, âgé de 40 ans, était poursuivi pour 4 chefs d'accusation, notamment pour avoir violé les lois relatives aux télécommunications et aux catastrophes naturelles. Selon l'ONU, la junte a arrêté au moins 170 journalistes depuis le coup d'État du 1er février 2021 contre Aung San Suu Kyi dans le cadre de sa politique de répression à grande échelle de toute voix dissidente. Le point de Souleymane Donisongou dans un commentaire de Abou Sanogo qui met un terme donc à ce journal. Merci de l'avoir suivi.